Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tout homme, et quelle que soit son importance historique, est contraint d'exister, à chaque moment en un lieu quelconque. Clément Rosset. 0. Protocole. On peut par hypothèse concevoir pour l'art moderne et contemporain un schéma des strates qui constitue le processus de production artistique, comme un remaniement de celui d'Aristote qui a prévalu, avec des aménagements dans l'art occidental jusqu'à l'art moderne. Aristote posait 4 causes: la matière, par nature amorphe, informe; la techné, le savoir-faire qui donne forme à la matière; la forme, qui figure une substance, un sens à ce qui est formé; et la finalité, ce en vue de quoi l'œuvre est produite. Sans s'étendre, il est possible de revoir ce processus comme suit. Il y a le matériau. N'importe quoi, artefact ou matière naturelle, qui n'est pas informe mais a toujours déjà une forme, disponible pour une autre formation. 2. La technicité. L'opération qui n'est pas qu'un moyen s'effaçant dans une fin mais un mode de transformation résonnant dans l'œuvre. 3. Le continuum culturel, absent chez Aristote. Tout ce qui est donné dans l'espace social comme un fond disponible, matériaux, technicité, subjectivation. 4. Le fond force. Fond disponible dans le continuum culturel comme potentiel pour l'opération d'une force qui impulse la production de l'artiste. 5. L'appareillage, ce qui forme l'œuvre en associant des éléments de toutes les strates du processus artistique. S'il y a un avantage de ce schéma, c'est notamment qu'il inscrit le processus artistique dans des conditions socio-culturelles, que la technicité qui appareille ces éléments n'est plus occultée, et que la finalité de l'œuvre d'art n'est plus sa cause. Méthodologiquement, ce schéma est en principe viable pour toute production symbolique, mais il est d'abord incité par la révolution de l'art moderne. Cela dit, en faire état ici ne consiste pas à le mettre en application pour le légitimer, mais seulement à l'avoir en tête à titre de cadre indicatif pour penser ce qui suit. En outre, ce qui intéresse cet essai n'est pas d'abord le processus en question dans son entier, mais ce que l'artiste fait de ses strates, c'est-à-dire que la question de l'art y est traitée non du point de vue de l'œuvre mais de l'artiste, de son cheminement et de son passage à un artiste, en l'occurrence chez Marcel Duchamp et chez Andy Warhol. 1. Historicité. Duchamp 1887 à 1968 et Warhol 1928 à 1987 sont venus au monde, séparés par une quarantaine d'années. Pour l'anecdote, leur existence, de la naissance du premier à la mort du second, couvre exactement un siècle. En soi, 40 ans ce n'est pas significatif. Il faudrait plutôt dire qu'ils sont nés et nés à l'art à des moments très différents d'une même époque. Quand l'un et l'autre prennent d'intérêt à la peinture, il y aura à venir pour Duchamp et il y aura eu pour Warhol 2 guerres mondiales dévastatrices, 2 régimes totalitaires et quelques révolutions sociales. Mais qu'il s'agisse de l'un en amont et de l'autre en aval d'une phase historique catastrophique, le cheminement des 2 jeunes artistes semble ne pas en avoir été particulièrement affecté même pour Duchamp qui a traversé les événements les plus dramatiques du siècle. Warhol, lui, entre dans un autre temps moins apocalyptique. Les mouvements de l'histoire en cours pour eux se déroulent sur une toile de fond et ce qui les impressionne, à travers leur art, est la scène immédiate de l'expérience. On sait qu'il y a un temps de l'art qui n'est pas exactement calqué sur celui des événements politiques et sociaux. Leurs temps sont certes conditionnés par une même histoire dont la couche profonde est lente, et parfois l'irruption subversive du mouvement social et celle de l'art coïncident, mais d'autres fois leurs poussées respectives sont décalées. Cependant, toujours l'artiste est confronté aux matériaux et aux technicités données ici et maintenant, et à l'écume du sensible de la vie qui court en surface, entre 2 eaux, dont un continuum culturel déposé et l'inventivité de l'art, d'autre part son impulsion esthétique le pousse à agir dans la singularité. En ce sens, entre la phase d'époque où l'art s'impose à Duchamp et celle où il s'impose à Warhol, il y a de la différence et de la ressemblance. La différence, c'est qu'au temps du jeune Duchamp, le monde de l'art est en pleine effervescence liquidatrice, en guerre contre l'académisme et le naturalisme du siècle précédent. L'art moderne et les avant-gardes sondent l'identité dévolue à l'art et en changent le paradigme dans un monde qui voit ses valeurs idéologiques contestées. On se demande ce que peut l'art dans une société en transformation, et certains souhaitent qu'il soit exemplaire d'une refondation universelle, de type schillerien, et d'autres qu'il rompe avec son nom et avec toute valeur quelle qu'elle soit. En revanche, du temps du jeune Warhol, la rupture intempestive des avant-gardes est assimilée,
Et dans un monde en pleine reconstruction et prospérité économique du capital, la question de la fonction et du statut de l'art est dédramatisée par rapport aux notions de rupture et de refondation. Quant à la ressemblance entre les deux périodes, toutes deux, chacune à sa façon, sont à la charnière d'une mutation culturelle où Duchamp et Warhol vont jouer un rôle décisif quant à la définition de l'art et à son nom. 2. Biographème des. Autre chose que la situation de l'art dans le temps historique, sépare ou rassemble Duchamp et Warhol. Duchamp est né à Blainville en Normandie dans une famille typique d'une république de la propriété privée et des classes moyennes en plein essor. Le père est notaire. La mère perpétue discrètement les valeurs de la famille, de l'honnêteté et de la rigueur qu'on retrouvera semble-t-il chez Marcel. Dans la maison Duchamp, la plus cossue du village mais sobre, tout est naturellement à sa place. Marcel a 2 frères d'à peu près 10 ans de plus que lui, qui deviendront les artistes Villon et Duchamp-Villon, et 3 sœurs, Suzanne, de 2 ans son aînée et dont il sera très proche, Yvonne et Magdeleine d'à peu près une décennie plus jeunes que lui. Chez les Duchamp on passe du temps à jouer aux échecs, ou on s'adonne à la musique. Suzanne pose pour les dessins d'adolescents de Marcel et ensemble ils font des voyages imaginaires en feuilletant le catalogue de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, indice intéressant pour la suite. Au temps où ses frères, aspirant à devenir peintres, vont s'installer à Paris, Marcel est écolier à Blainville, puis lycéen à Rouen. Sa scolarité est banale, il faut s'en débarrasser à moindre frais. Pareil lorsqu'il est pensionnaire à l'école Bossuet où il obtient un accessit de mathématiques, la mention passable à sa première partie du bac, mais un prix honorifique à la seconde, littérature et philosophie. Puis il est lauréat du premier prix de dessin. Son professeur de dessin est celui qu'eurent ses frères dont Marcel est admiratif. À 15 ans il exécute des dessins et aquarelles, et peint sa première toile à l'huile, l'église de Blainville. Avec 2 camarades du lycée qui commencent à peindre aussi, ils discutent de l'impressionnisme, la révolution de l'époque. Marcel dessine et peint sa famille, mais également dessine au fusain une lampe à gaz de type Bec-OR, l'amorce de l'artiste qu'il deviendra. En somme, socialement parlant, le milieu où grandit Duchamp est standard, sans histoire saillante, bourgeoisement implantée, mais une altérité germe chez les frères Duchamp artistes avant qu'elle devienne radicale chez Marcel. Et paradoxe, le devenir artiste des fils Duchamp est soutenu par le père notaire libéral qui les financera sous forme d'avance sur héritage. 3. Biographème W. Warhol est fils d'ouvriers immigrés installés à Pittsburgh. Il naît dans le contexte de la crise économique des années 1930 dans un milieu familial plus proche de la nuit des prolétaires français des années 1830, rancière, que de la bourgeoisie provinciale des Duchamp. Pittsburgh, la Steel City, est la capitale américaine de l'industrie de l'acier et du charbon en essor depuis le début du siècle. Les parents d'Andrew sont tous 2 originaires de Mikowa, village rural des Carpates, espèce de non-lieu de l'Empire austro-hongrois du début du XXe siècle, aujourd'hui au nord-est de la Slovaquie. On y parle le ruthène et y pratique le catholicisme grec ou byzantin. En 1909 Ondrej Warola, il a 20 ans, épouse Julia Zavachi et le couple s'installe dans la ferme des Warola, mais au temps des préparatifs de guerre, flairant l'avenir et la conscription, Ondrej tente sa chance en émigrant seul vers le Nouveau Monde. Sans famille, la ruine aidant, Julia rejoint en 1921 son mari à Pittsburgh, ville d'immigration divisée entre un luxe expansif d'un côté et la misère des workers, hommes, femmes et enfants, de l'autre, dont les photos de Lewis W. Hine, Walter Evans et d'autres sont le témoignage saisissant. Ondrej Warola, ouvrier opiniâtre économe, pieux, travaille dans une compagnie de déboulonnage des vieilles constructions. Il a un salaire fixe et la famille, avec ses 3 garçons dont le dernier, Andrew, commence à s'en sortir. Mais lors de la Grande Dépression, le père connaît le chômage comme une légion de travailleurs et les Warola déménagent pour un plus petit logement dans le ghetto tchèque. Ondrej n'a pas de tradition de lutte collective. Il reste à l'écart des chômeurs et du mouvement ouvrier, cherche à se débrouiller par lui-même, acceptant tout ce qui se présente. On vit dans le rationnement parmi les icônes saintes du foyer. Finalement, Warola réembauché dans sa compagnie, la famille change de monde, pour un quartier plus middle class et un appartement confortable dans un environnement culturel plus favorable à la formation des enfants, école, musée, institut universitaire, théâtre. D'autre part, l'expansion des moyens d'information et de divertissement, concerts, spectacles, radio, photos,
désenclave les minorités ethniques. La radio notamment entre chez les Warola en voie d'intégration. Andrew est un enfant fragile, calme, pacifique. Selon son frère aîné, Paul, il est un enfant à part, ne joue pas aux jeux de garçon, ses gestes sont embarrassés et il cafouille. Il reste dans les jupes de sa mère et crayonne, mais entre 3 et 6 ans il devient intenable, hurlant à tue-tête des injures, des insanités. 2 ans après une tentative infructueuse de Paul, remplaçant le père trop occupé pour le scolariser avant l'heure, le petit frère se rebiffe. Andrew entre à 6 ans directement en classe moyenne. Il est précoce mais réservé et se tient à l'écart des autres qui le montrent du doigt. Il est bon en dessin, son occupation favorite, et s'émerveille au cinéma, qu'on appelait dans les années 1930 théâtre, véritable lieu de vie et de rêve par l'animation. C'est le temps de Valentino, Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, Tex Avery. À 7 ans, Andrew réclame un projecteur pour passer des dessins animés. Sa mère économise pour le lui procurer, et 2 ans plus tard lui achète un appareil photo. Il collectionne des photos de stars en vogue, notamment de Shirley Temple qui a le même âge que lui et qui est un exemple de réussite. Il est de son fan club. Elle lui envoie une photo qui fut accrochée dans le salon où elle côtoyait les images pieuses. À 8 ans, Andrew montre des troubles du comportement, on diagnostique une maladie grave et rare, la chorée, danse de Saint-Guy comme l'idiot de Dostoïevski, tremblement, décoordination des membres, hyperagitation, tic nerveux. Il quitte l'école et durant 3 ans alterne le lit, la convalescence et l'école où il ne prend pourtant pas de retard. Andrew est socialement isolé et à l'adolescence sensuellement incompatible. Le rapprochement des corps se passe de l'autre côté de la vitre. L'amour, il n'a jamais vraiment su comment ça marche. Il se complaît dans une enfance prolongée, travaillant à découper, dessiner, colorier, protégé par sa mère Julia qui l'encourage dans cette voie. Quant au père, laborieux et sévère, qui savait bien que les professeurs voyaient en son cadet une intelligence et des dons peu ordinaires, il pressent qu'il allait faire des études supérieures. Avant de mourir, en 1942, alors qu'Andrew entre au lycée, il avait pris des dispositions pécuniaires pour son avenir. 4. Convergence. 2 histoires très différentes voire opposées socialement, dans le temps et dans l'espace. Alors, comment Marcel et Andrew sont-ils devenus les artistes Duchamp et Warhol, c'est-à-dire, pour prendre un repère objectif, 2 artistes parmi les plus marquants et discutés de l'art du XXe siècle? Si la question sous-entend qu'une telle célébrité est rare, elle vaut d'être posée, notamment pour Warhol, vu l'écart entre l'origine sociale et le succès qui est exceptionnel et nouveau dans le domaine peu starisé des arts plastiques, même si ce n'est pas notre premier objet. Si elle sous-entend l'opposition de classe, la question n'est pas pertinente. Il ne s'agit pas ici de savoir comment un fils de prolétaire est devenu une star mondiale, et le fils de notaire l'artiste le plus iconoclaste. On sait bien que pour devenir artiste et entrer dans la zone socialement incertaine de l'art, le prétendant est amené à rompre avec la destinée convenue de sa classe d'origine, et qu'il n'est pas aisé, entre déterminations extérieures et dispositions intérieures, de tirer les filles emmêlées des conditions de cette conversion. Si donc il y a un intérêt, outre le souci biographique, à faire état de l'origine sociale de Duchamp et de Warhol, c'est justement pour souligner qu'au-delà de leurs différences sur ce plan, la convergence des 2 artistes sur bien des points relève de conditions probablement indéterminables, qui se trouvent ailleurs que dans la détermination de classe, comme elles se trouvent aussi ailleurs que dans la détermination psychologique de chacun. En ce sens, il ne s'agit pas d'établir les causes psychosociales des effets produits, le statut d'artiste, mais de suivre le processus singulier par lequel Duchamp et Warhol ont en commun d'avoir amorcé le passage de l'artiste à l'anartiste. Duchamp grandit dans un milieu familial où il n'est pas besoin de jouer des coudes pour faire surface sur l'échiquier des transactions sociales. Warhol grandit dans un milieu familial où rien n'est jamais acquis et où, vu du bas-fond, la surface des choses miroite sous un ciel plombé. Duchamp est apparemment un enfant équilibré, Warhol est d'emblée fragile, mais tous 2 évoluent dans un entourage affectif viable, qui ne génère pas d'impossibilité immédiate d'exister, et qui ne s'oppose pas de front à leur centre d'intérêt. Duchamp a une vraie considération pour son père, qui l'aidera, très simplement. Toute sa vie il nous a les 6 enfants aidés, de façon notariale. Tout était inscrit, il n'a eu aucune objection à ce que ses enfants deviennent artistes. Mais Duchamp est plus réticent envers sa mère, affecté par la placidité, l'indifférence,
dont il hérita? Il est l'excès d'amour pour la mère, ma mère adore l'odeur de la merde. Quant à Warhol, il voit peu son père, mais la présence de la mère est indéfectible, et elle sera à ses côtés durant pratiquement toute sa vie. Donc pas d'obstacle ni d'un côté ni de l'autre quant au choix de vie, et même les conditions d'ambiance y sont favorables. Le grand-père maternel de Duchamp est artiste amateur. Toute notre enfance, nous fûmes entourés de ses peintures sur les murs de notre maison. Madame Duchamp peint des services de table, des vues de Strasbourg sur papier. Elle a peint toute sa vie avec beaucoup plus de persévérance et d'enthousiasme que moi, dit Duchamp. Et quand Marcel est encore lycéen, ses frères sont déjà artistes à Paris. Il y a bien une atmosphère artiste dans la famille Duchamp. Côté Warhol, très tôt Andrew dessine et pendant la crise économique, la mère fabrique des petites sculptures avec des boîtes de soupe Campbell qu'elle cherche à vendre. Elle fabrique, dessine, chante, à quoi s'associe Andrew. En bref, aussi opposés que soient les deux milieux familiaux quant à la configuration sociale, Duchamp et Warhol y ont trouvé un terreau propice à l'émancipation voire à la rupture culturelle. Rétrospectivement, on imagine mal Duchamp devenir notaire ou se lancer dans une autre profession respectable et fonder une famille, comme on imagine mal Warhol devenir ouvrier et trimeur pour entretenir une famille. Ils allaient tous les deux, mais sans fracas domestique, déployer leur liberté dans l'univers aléatoire de l'art. 5. Devenir artiste des. Depuis longtemps, devenir artiste peintre, ce n'est plus entrer dans une corporation ou suivre un maître et apprendre un métier, c'est devenu un mode de vie qui, anti-bourgeois et anti-académique dans la tradition de la bohème, coïncide avec un milieu d'existence où l'artiste est livré à lui-même et à ses pairs sans attache de classe et sans pacte avec un public. À la charnière des 2 siècles, en France, ce milieu est localisé à Montmartre, village ou maquis, où les artistes le plus souvent gagnent leur vie comme illustrateurs affichistes. Le frère de Duchamp, Jacques Villon, y est installé et en 1904 Marcel débarque chez lui. Il s'inscrit à l'Académie Julian dont l'académisme le rebute et s'y rend par intermittence, préférant croquer les passants dans la rue ou jouer au billard. L'année suivante, il se présente à l'examen d'entrée de l'École des Beaux-Arts mais est recalé. Or, l'échéance du service militaire se présentant, il choisit l'exemption, faire 1 an de service au lieu de 3 que permettait l'examen des ouvriers d'art. Il se rend à Rouen pour un apprentissage de typographe où il apprend les techniques de l'imprimerie et de la gravure. À l'examen, il imprime une plaque gravée de son grand-père et le jury est enchanté. Puis, enrôlé, il comprend avant d'être réformé que l'ouvrier d'art ne deviendrait pas officier, c'est page 24. Alors, se rendre à Paris dans le fief de l'avant-garde pour devenir artiste peintre, mais refluer en province pour devenir ouvrier d'art, premier échec? Oui et non. Sur le coup, oui, mais 60 ans plus tard Duchamp dira qu'il voulait faire les beaux-arts avec l'enthousiasme de l'ignorant, et rétrospectivement il est plutôt fier de son choix, c'est page 24-26. Au vu du parcours ultérieur de Duchamp, cet échec n'est pas un désaveu, et ouvrier d'art pas un déclassement. De retour à Montmartre, Duchamp reprend ses cours chez Julian et fait des dessins humoristiques pour des revues dans la tradition fumiste du Chat Noir. Il participe même en 1907, il a 20 ans au premier salon des artistes humoristes. Il est seul sur le versant rue Caulaincourt de la Butte, son frère a déménagé à Puteaux, à l'exception de quelques copains artistes qu'il fréquente, et semble ne pas se mêler au débat artistique qui anime l'autre versant de la Butte, côté Picasso, Braque et Bateau-Lavoir. On vit, on peint, tout cela ne veut rien dire au fond. On fait de la peinture parce qu'on veut soi-disant être libre. On ne veut pas aller au bureau tous les matins. C'est page 31, refus constant de la vie sociale. C'est au salon d'automne de 1905, où les fauvistes font scandale et où Matisse le frappe, que vient à Duchamp l'idée de pouvoir faire de la peinture, page 29. L'ouvrier d'art ne dit pas devenir artiste, c'est une nébuleuse, mais faire de la peinture. Expulsé de son appartement, en 1908 il s'installe à Neuilly, peint peu, mais expose 3 toiles au salon de 1909, dont une est vendue, et peut alors envisager une vie de peintre, page 31. Vers 1911 il s'éloigne de son penchant cézannien et fauviste, et prend désormais très au sérieux le cubisme. Il participe aux réunions qu'organisent ses frères à Puteaux avec ceux qu'on commence à qualifier de cubistes, Metzinger, Glaise, Léger, Picabia, Ribemont Dessaigne, Delaunay, qui font scandale au Salon des Indépendants de 1911, page 34 41.
Duchamp n'est pas exposé dans leur salle, il a d'ailleurs, comme il aura toujours, une certaine méfiance envers la systématisation, et malgré un certain travail manuel d'adaptation, ses œuvres, sonates, portraits de joueurs d'échecs, n'entrent pas vraiment dans le moule, c'est page 32. Le cubisme m'a intéressé quelques mois, à la fin de 1912 je pensais déjà à autre chose. C'était plus une expérience qu'une conviction. Entre 1902 et 1910 j'ai pas mal nagé, page 32 à 33. Dès lors, à peine épris du cubisme, Duchamp veut le déthéoriser pour le rendre plus libre, page 35. En 1911 il peint, pour décorer la cuisine de son frère, le moulin à café avec un flèche pour indiquer le mouvement mécanique, puis le jeune homme triste dans un train et l'année suivante le second nu descendant un escalier, page 38. Ce qui l'intéresse est l'idée de mouvement avant même que les peintres futuristes italiens n'exposent en 1912 à Paris. Mais ceci ne l'intéresse pas vraiment, son mouvement doit davantage aux chronophotographies de Marey et Muybridge qu'à le leur. Duchamp cherche une décomposition formelle pour restituer une image statique du mouvement, page 38. C'est une technicité inédite que le nu rend visible au point même que Duchamp, le présentant au Salon des Indépendants de 1912, se le voit refusé par le comité de placement, dont font partie Glaise, Metzinger, Le Fauconnier. Les cubistes pensent qu'il n'est pas tout à fait dans la ligne. Le nu est démodé et on lui demande, via ses frères, d'en changer au moins le titre trop littéraire sinon de le retirer. M page 57 à 58, C page 22. Il sera la même année exposé à la Galerie d'Almo de Barcelone, où il passe relativement inaperçu, sauf pour Miro, et à la section d'or pareil, sauf pour Apollinaire. Et c'est exposé à l'Armory Show de New York qu'il sera plus que remarqué et provoquera un vrai scandale quoique limité au monde de l'art, C page 39. Mais du refus cubiste Duchamp est manifestement offensé, et dit qu'il lui a fait tourner les sangs, page 22. Seconds échecs, cette fois non du fait de la sanction des beaux-arts, mais de l'avant-garde artistique, donc peut-être un vrai traumatisme. Certes Duchamp n'a jamais eu de penchant pour les groupes et les lignes à suivre, mais ici c'est à l'occasion d'une innovation esthétique, son identité de peintre qui est en cause, et c'est suffisant pour le braquer. Cela m'a tellement refroidi que par réaction contre un tel comportement venant d'artiste, j'ai pris un métier. Il devient bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève. J', et fait ce geste pour me débarrasser d'un certain milieu, d'une certaine attitude, mais aussi pour gagner ma vie, page 22. Mais c'est aussi une libération. Ça m'a aidé à me libérer complètement du passé au sens personnel du mot. J'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, pas question d'entrer dans un groupe, il me faudra compter que sur moi, être seul. Page 39, libération complète, ou désengagement, qui sera confirmé par son séjour de quelques mois à Munich. Duchamp a 25 ans. 6. Être artiste. Être artiste européen d'avant-garde au début du XXe siècle, c'est hériter d'une tradition récente qui revendique l'autonomie d'un art libéré des tutelles exaucant le métier, peintre, sculpteur, des canons normatifs du beau, et c'est avoir l'art devant soi avec son impératif d'innovation seulement. C'est donc être a priori sans attache sociale directe, commanditaire, pouvoir, public, ne pas être arrimé à la domination de valeurs bourgeoises, ne pas être soumis aux desiderata du marché, c'est-à-dire être sans appartenance déterminée, sans état professionnel patenté. C'est juste être une figure d'un mode d'être et de faire dans une mouvance hostile au monde dépoétisé qui lui est hostile, qu'elle dépasse en vérité mais qui le dépasse en réalité. Succédant à l'artiste maudit, à l'artiste roi, Borel ou au bohème, l'artiste peut en romantique ou selon le fond force qui l'anime, penser son art comme l'expression libre de sa pulsion vitale ou comme fondement d'une communauté nouvelle, de type schillerien ou révolutionnaire, ou encore être en quête d'un absolu désintéressé, lâcher des missiles dans le continuum culturel et dans l'indifférence générale ou le rejet, etc. Dans tous les cas, entre mission sérieuse et désinvolture ludique, la condition de l'artiste, son identité sociale sans place ménagée, est dramatisée quant à son destin, et sa visibilité est par nécessité la provocation. Or, si Duchamp n'échappe pas au contexte de l'époque, sa provocation radicale semble, comme celle de certains dont son ami Picabia, pour une part désengagée de cette dramatisation, son monde est peut-être bien ailleurs, comme celui de Warhol. Être artiste américain après la Seconde Guerre mondiale est une autre affaire. Il n'y a pas en Amérique de tradition des beaux-arts ou d'esthétique normative qui incite à briser des lances,
et l'art vague dans les interstices de la vie sociale. Durant la dépression des années 1930, les artistes donnent dans l'art social aidé par le WPA, Works Progress Administration, mise en œuvre par Roosevelt dans le cadre du New Deal qui soutient l'essor d'un art populaire. Les artistes se politisent avec l'avènement du Front populaire européen contre le fascisme, ce qui les exonère en même temps d'un nationalisme pesant. Mais les alliances entre le Front et le stalinisme, la confusion politique, etc., démobilisent les artistes par ailleurs peu enclins à se livrer à l'esthétique d'un réalisme de propagande où l'art laisse toujours des plumes, ce qui ouvre un champ latent à la revendication d'une totale liberté d'expression artistique. D'où d'âpres discussions à propos des pôles opposés, celui de l'art politiquement engagé, qui se veut proche du peuple, et celui d'un art abstrait et individualiste en gestation. C'est alors qu'avec la déstructuration idéologique en cours, de l'action politique et avec la guerre, s'impose l'aspiration à un espace de possibilités pour une avant-garde artistique esthétiquement indépendante, Greenberg. Le chaos de la guerre en Europe est l'occasion pour les USA de s'impliquer dans les affaires mondiales et de viser le leadership international de la culture mise à mal dans le vieux monde. Leur puissance économique y est propice et le pouvoir comprend tout l'intérêt qu'il y a à promouvoir la production artistique de la Nouvelle Amérique, pour le moment animée par les artistes de l'avant-garde européenne en exil. Dans ce nouvel espace d'indépendance qui s'est ouvert depuis le début des années 1940, les artistes américains repensent leur position dans un sens non politique de fait, c'est-à-dire postulant l'indépendance de leurs pratiques propres, alors que dans la foulée du boom économique s'ouvre un nouveau marché pour l'art, en même temps qu'émerge un public de classe moyenne, le tout appuyé par l'essor des médias, de la publicité, de la mode. Mais si les artistes les plus en vue trouvent un débouché y compris sur le marché mondial, l'identité de l'artiste ne s'en trouve pas moins brouillée, dégagé des aspirations révolutionnaires des années 1930, il est aussi dubitatif envers le libéralisme en pleine ascension comme envers l'État, et le débat s'anime autour du sempiternel butoir de la compromission de l'art avec l'argent. Mais il reste que ce foyer d'ambivalence a généré, quoi qu'on en pense, l'explosion multi-inventive de l'art au-delà de sa circonscription. Autrement dit, ce qui s'est passé de conflictuel en Europe sur plus d'un demi-siècle entre la conception d'un art social et celle d'un art autonome, s'est passé aux USA en un peu plus d'une décennie, c'est-à-dire qu'ici, au gré d'une évolution sociale rapide, le paradigme artistique a en gros muté à l'intérieur d'une même génération, où s'est donc opérée la transition d'un art d'engagement politisé à un art d'engagement percé. En outre, les avant-gardes européennes sont contemporaines d'un capitalisme qui couvait des révolutions et la guerre, alors que les avant-gardes américaines émergent après les déboires causés par celles-ci et dans une Amérique victorieuse et prospère. C'est alors que peut s'ouvrir une voie pour une nouvelle avant-garde, pour l'expressionnisme abstrait et pour toutes les tendances, multiples et polémiques, qui vont suivre et vont former ce qu'on appelle en général l'art contemporain. Un art qui, dans un contexte qui l'intègre de plus en plus, et de mixité avec d'autres activités esthétiques, sera moins crispé quant à la définition de l'art et va participer à sa façon de la mutation culturelle des décennies suivantes. C'est dans ce sillage que va prospérer Warhol. 7. Devenir artiste W. Au début des années 1940, Andrew Warhol a un peu plus de 10 ans. Recommandé par son institutrice, il suit les cours d'initiation à l'art au Carnegie Museum, gratuitement, grâce aux donations des familles fortunées de Pittsburgh, où il fait l'expérience directe à la fois de la différence et du mélange des origines sociales. Son professeur, qui note la singularité et la détermination de l'enfant malingre, est un enseignant réputé du Carnegie Institute of Technology, où Andrew allait étudier après le lycée. Entre des études universitaires en histoire de l'art et l'art au département de peinture et graphisme de cet institut inspiré du Bauhaus, il choisit la seconde option, comme beaucoup d'artistes connus l'avaient fait. On est en 1945, le jeune Warhol a 17 ans. Il n'a pas d'idée particulière sur l'art en général et l'esprit du Carnegie Tech est dominé par le réalisme social, politique, de Bentham, donc loin de l'expressionnisme abstrait naissant. Dans son cours des illustrations, on met l'accent sur un art modeste, dit souvent vulgaire, qui s'occupe de lier l'art à son utilité pour la communauté industrieuse. Or le jeune Warhol n'a pas le culte de son milieu social,
Pas de sensibilité politique et n'est pas habitué à la discipline. Il dessine parce que c'est son truc. Ainsi, ratant sa première année, il est sauvé par un rattrapage en réalisant un reportage graphique sur la vie dans les taudis de Pittsburgh, ce qui lui vaudra un prix et une exposition dans une galerie du Carnegie Tech. Encouragé, il se plie à l'esprit de l'Institut en prenant des sujets sociaux et politiques. Par discipline contre nature? Pas sûr si on considère que Warhol n'aura jamais rien cédé de ses pulsions artistiques et aura toujours peint ou filmé son environnement social, qui certes ne sera plus le même. En 1949, Warhol est diplôme de Bachelor of Fine Art du Carnegie Institute of Technology. Il a la vingtaine et un physique ingrat, frêle, blême, peau acnéique, nez bulbeux. Il présente un autoportrait pour l'exposition des artistes associés de Pittsburgh, qui est refusée, malgré l'avis de Georg Gross, le peintre allemand. C'est un autoportrait en pied, à la Dubuffet, avec une grosse tête et un doigt dans le nez, intitulé The Lord Gave Me My Face, But He Can Pick on Nose. Le Seigneur m'a refilé mon visage, mais je peux me curer le nez tout seul. C'est là un programme qui aura de l'avenir pour Warhol. Il mettra les doigts où il ne faut pas et fera tous les doigts dans le nez. Andrew Warhol va s'installer à New York. Il avait travaillé dans un grand magasin pour un monsieur Vollmer qui le faisait feuilleter Vogue, Harper's Bazaar et autres magazines pour y trouver des idées, et qui fascinait le jeune homme parce que le monsieur venait de New York. Mais c'est un ami du Carnegie Tech, Philip Perlstein, qui le décide à partir. Il y a à New York quelques connaissances de l'Institut qui les aident à se loger. Et rapidement, avec son carton à dessin, Warhol trouve un premier travail pour le magazine Charm, des dessins de chaussures féminines en pleine page, et enchaîne les commandes. En 1955, il est embauché par un des plus grands fabricants de chaussures élégantes pour réaliser des publicités, fantaisistes et inventives qui sont publiées chaque semaine dans le New York Times. Peu argenté mais look pour, think rich. Il est manifestement reconnu doué, prêt à répondre à la demande, et il séduit à la fois par son détachement, sa candeur timide et sa sensibilité. Se présentant au bureau de glamour, il est engagé pour agrémenter un dossier sur le thème du succès, et continue à faire les agences de publicité, travaillant d'arrache-pied. C'est à ce moment qu'il élide le A de son nom pour garder Warhol, Andy Warhol. Fin des années 1950, son succès s'affirme. Andy se met son Warhol, page 81, comme on se met son Stetson. Durant ces années 1950, Warhol expose ses illustrations des nouvelles de Truman Capote, Galerie Hugo 1952, des dessins de paravent dans un restaurant-boutique, le Serendipity 1955. Un de ses dessins de chaussures est retenu pour une exposition au MoMA. Ces dessins sont également exposés à la Bodley Gallery 1956 et il tente des apostrophes. Intégrer la Tanager Gallery, coopérative gérée par des artistes, mais sans succès. Il publie aussi ses portfolios 1954 et auto-édite des albums. Il reçoit plusieurs fois le prix de l'Art Directors Club pour la meilleure publicité parue dans la presse, plusieurs fois le certificat d'excellence de l'American Institute of Graphic Art, et il paraît parmi les 1000 noms retenus dans un bottin mondain, mais dans la rubrique Big Business, et non artiste, mode, publicité, page 101. Financièrement à l'aise, Warhol vit une existence mondaine. Il voyage autour du monde, acquiert un hôtel particulier. En somme, pour Andy tout va bien. Il a la trentaine et est sur les rails de la reconnaissance. Pas plus que Duchamp, il ne souhaite avoir femme et enfants. Il vit avec sa mère, Julia, qui l'a rejoint en 1952 et qui l'associe à son travail. Elle recevra également plusieurs prix pour ses illustrations. Dans un capitalisme en pleine expansion qui promeut la société dite de consommation, où la première génération d'expressionnistes abstraits s'était installée et où les courants artistiques allaient se multiplier, Warhol fait une rencontre décisive quant à son devenir artiste, celle d'Émile de Antonio, appelé II, dont il fait la connaissance chez Glamour en 1959. II venait de Harvard. Il a enseigné la littérature et la philosophie. Il est averti, lucide et a le flair esthétique. Au cours des années 1960, il réalisera des films documentaires politiques sur McCarthy, l'assassinat de Kennedy, Nixon. Quand Warhol fait sa connaissance, il est une sorte d'agent d'artiste. Il les fréquente tous et connaît le milieu publicitaire et commercial, en homme typique de ce temps. Il a 10 ans de plus qu'Andy et comprend vite sa situation au regard de l'art, ils seront amis pour longtemps. Warhol fait dans la publicité, la mode, etc.
Mais contrairement aux jeunes artistes Rauschenberg, Jasper Johns, qui font via d'eux comme lui de la publicité chez Tiffany pour subsister, quoique sous un pseudonyme, Warhol est financièrement indépendant, sans préjugés quant à la distinction entre art et publicité, et donc disponible. C'est ce que perçoit de qui ne doute pas du talent de Warhol, tandis que celui-ci doute de la place qu'il pourrait avoir dans le monde de l'art. On lui en a déjà suggéré la possibilité, mais il fallait toute l'admiration qu'il vouait à d'eux pour que prenne un sens la déclaration de celui-ci. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne deviens pas peintre, Andy, tu as plus d'idées que n'importe qui », page 26. De passe souvent chez lui pour voir ses premiers tableaux, et un jour Warhol lui montre 2 peintures 180 par 100 cm d'une bouteille de Coca-Cola, l'une avec des traînées de peinture façon expressionniste, l'autre cernée seulement de ses contours en noir et blanc. De a tout compris, c'était évidemment la deuxième qui était la bonne. Mais ce n'est pas un hasard si, dans son hésitation, Warhol a peint 2 tableaux. L'un dans une manière qu'il devait pressentir révolue mais qui se rattachait à l'art, et l'autre qui a la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.